Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, alors effectivement, j'ai changé de thème, et puis excusez-moi, j'ai peut-être un petit peu la voix cassée aujourd'hui. Je vais revenir donc sur le plan bien vieillir, et plus particulièrement sur la question de l'aide à domicile. Derrière ce sujet, bien sûr, ce sont des choix de société, des orientations politiques qui se jouent au sens noble du terme, d'où l'intérêt que nous y apportons toute notre attention. C'est pourquoi nous regrettons quand même votre approche qui reste essentiellement comptable et financière, sans accorder suffisamment peut-être d'attention à l'efficacité de l'action publique au regard de deux enjeux. Le besoin des personnes aidées, et je reviendrai un petit peu là-dessus, et la qualité humaine du service public attendu. Et deuxième sujet, bien sûr, les conditions de travail des salariés de ce secteur, qui restent bien sûr essentielles, mais trop souvent encore invisibilisées. L'aide à domicile donc représente un enjeu majeur et complexe pour le Finistère et qu'on peut articuler en jeu autour de deux questions principales. Comment inscrire l'aide à domicile dans une politique de long terme? Et lorsqu'il s'agit d'accompagner des personnes, il faut absolument que ces politiques s'inscrivent dans le long terme et ne restent pas seulement dans le traitement de situations d'urgence, bien sûr. Et deuxième question auquel nous devons répondre, c'est comment assurer la qualité de l'accompagnement face, bien sûr, à l'expansion des besoins dans un contexte budgétaire et de plus en plus contraint. Historiquement, et on l'a déjà rappelé, le Finistère a fait le choix d'un modèle public avec une forte délégation aux associations non lucratives comme la DMR. Et vous avez redit, Monsieur le Président et Madame la Vice-présidente, que vous comptiez continuer cela. Ce choix mérite bien sûr un accompagnement financier et stratégique ambitieux qui semble faire pas suffisamment aujourd'hui répondre aux enjeux réels. Parce que l'analyse budgétaire du DOB atteste quand même de moyens en stagnation. C'est une enveloppe stable donc depuis 3 ans qui, dans la réalité, se traduit par un bilan financier plutôt neutre, voire négatif pour certaines associations de l'aide à domicile. La réalité de la politique que vous menez pour les personnes âgées est lisible tout particulièrement à travers l'évolution des CEPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, dont il y a eu une relecture, une redéfinition depuis l'année 2023 et qui, sur le terrain, pour revenir concrètement de l'impact sur le terrain, a eu deux effets majeurs. D'abord, l'augmentation des charges administratives, par l'augmentation, bien sûr, des ressources humaines qui ont été nécessaires pour accomplir rendre compte, mesurer, évaluer la performance comptable et financière des activités. Vous aviez comme objectif, bien sûr, de revenir à des situations stables, on va dire saines, d'un point de vue strictement financier. Donc ça, c'est en accord avec votre objectif, mais qui a compliqué, il faut le reconnaître, la vie des associations sur le terrain. Et puis, le deuxième impact négatif que nous tenions quand même à rapporter, c'est l'augmentation du reste à charge pour les personnes âgées. Et en sachant que cela, donc on a fait un petit calcul un petit peu à la louche, où on peut évaluer pour une intervention de l'aide à domicile tous les jours, cette augmentation du reste à charge mensuel qui peut aller jusqu'à 50 € par mois. Alors si les 50 € par mois ne sont pas forcément une somme importante, lorsque nous tenons compte de la situation réelle socio-économique des personnes âgées de nos territoires, bien sûr, cette augmentation a fortement pénalisé les petites pensions. Donc, face à ces constats, nous vous proposons deux orientations pour renforcer le plan bien vieillir et surtout la professionnalisation du secteur de l'aide à domicile. Premier sujet qui nous importe, c'est de rappeler l'importance de garantir un service humain et sur mesure pour prévenir la maltraitance des personnes âgées. Je ne parle pas de la maltraitance médiatisée qu'on a déjà évoquée, et je pense qu'il n'y a aucune difficulté à comprendre ce que cela. C'est une maltraitance en fait banalisée, dans des emplois du temps qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins particuliers de cette tranche de la population. Quels sont-ils ces besoins dont il faudrait tenir compte dans l'évaluation de nos politiques publiques? Bien sûr, c'est la prise en compte et l'organisation de l'aide, de l'accompagnement autour de
des notions de santé physique et mentale des personnes âgées qui sont tout à fait particulières et qui sont très diversifiées d'une personne à l'autre et qui demandent par contre du temps. Et ça, c'est important, cette notion-là du temps. C'est cette notion du temps qui va définir la qualité du lien humain qui est nécessaire pour garantir la qualité de l'accompagnement que nous pouvons développer autour des personnes âgées. Cela peut se traduire aussi par des situations où les intervenants, faute de temps et de personnes suffisamment importantes en nombre, de 2, 3, 4 personnes en changement régulier auprès des personnes âgées, et c'est un défaut. C'est une source de stress et de dommageable tout à fait pour la santé des personnes. Ce sont des points de détail qui, au quotidien, sont très importantes. Il y a des situations, ce n'est pas forcément la majorité, mais elles sont récurrentes dans nos territoires et dans nos territoires ruraux, avec, je le rappelle quand même, un habitat éclaté, où très souvent, l'intervenante de l'ADMR peut être la seule personne qui sera vue dans la journée par la personne âgée. Donc, c'est des conditions qui sont particulières et dont nous devons tenir compte. Donc, ça, c'était le premier point, de réinsister sur cette notion de qualité et d'humanité du service que nous devons développer autour des personnes âgées. Comment y arrive-t-on ? Le deuxième enjeu, c'est bien sûr concentrer l'investissement public sur les ressources humaines, donc c'est-à-dire sur les salariés. Il faut arriver à sortir ces métiers de l'aide à la personne de la logique du sous-emploi, qui sont récurrentes dans ces métiers et qui sont occupés au passage, c'est une précision, donc à 97% quasiment par des femmes, et qui sont souvent vécus comme un deuxième métier complémentaire et ça ne correspond plus bien sûr aux logiques socio-économiques d'aujourd'hui. L'investissement public est attendu dans ces ressources humaines. Nous pouvons y répondre, nous, départements, par deux biais. C'est permettre à chaque salarié d'accéder à des formations diplômantes qui ouvrent bien sûr sur des vraies perspectives de carrière, avec des conditions de travail qui sont attractives et qui seraient bien sûr une réponse nécessaire pour améliorer encore les questions de recrutement qui pèsent encore sur nos territoires. Le deuxième sujet qui, lui, coûterait un peu moins cher, si on peut le dire comme ça, c'est bien sûr, et je reviens sur cette notion de temps réellement donné aux personnes, aux salariés, pour faire correctement leur métier. Il y a dans le plan d'aide un calcul, donc là le plan d'aide c'est une définition qui dépend bien sûr du département. Un plan d'aide, donc c'est le nombre d'heures qui va être alloué à une personne âgée, mais qui est décompté à la demi-heure près. Lorsque l'on tient compte et du temps de parcours nécessaire et du temps de la relation humaine, le décompte à une demi-heure près devrait être passé, et c'est notre proposition, à 1 heure. Il y a dans cette question des emplois du temps, c'est un point qui est récurrent, c'est vraiment le quotidien. La proposition que nous faisons, c'est pourquoi pas fournir aux associations un logiciel d'organisation des tournées pour privilégier vraiment le temps passé auprès des bénéficiaires et non sur la route. Le dernier point que nous souhaitions souligner, c'est le besoin d'apporter une reconnaissance pleine et entière, à la fois bien sûr aux salariés et à la fois à l'ensemble des services de l'aide à domicile, comme étant un maillon à part entière du parcours de santé des personnes âgées. Et nous espérons que la réforme des SAD et des SIAD permette d'offrir cette opportunité de mise en valeur davantage de l'aide à domicile et de son importance pour nos territoires. Donc, en conclusion, Monsieur le Président et Madame la Vice-présidente, nous entendons bien les contraintes budgétaires, mais la réponse politique ne peut pas se limiter à énumérer des budgets de X millions d'euros dépensés. Bien sûr, l'action publique ne se justifie pas par des chiffres, mais bien par des orientations de société claires, pleinement énoncées. Et le vieillissement de la population est un défi collectif que nous devons relever par des principes de solidarité qui répondent aux besoins au plus près des besoins des personnes vues sur le terrain. Cette qualité humaine de l'accompagnement de nos aînés est bien sûr une condition sine qua non pour que le virage domiciliaire, le fait qu'on fasse, et là c'est un de vos piliers défendus, que le maintien à domicile soit accompagné au plus, c'est une de vos
que ce virage domiciliaire qui a été engagé finalement depuis plusieurs années à l'échelle nationale ne se traduise pas dans les faits par une mise à l'écart de nos anciens et justifie seulement une politique du moindre coût. Voilà, je vous remercie. Oui, tout à fait. Juste 2 mots donc, sur la partie financière. Je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas le transcrire dans nos discours, qu'on est satisfait d'augmenter les budgets. Ça ne suffit pas. Les moyens en fait, sur le terrain sont tout à fait conséquents. Et moi, je voulais pointer le besoin d'investir sur les ressources humaines. Ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment les salariés de l'aide à domicile sur lesquels nous devons porter toute notre attention. Donc, il y a eu la revalorisation salariale du Ségur, très bien. Ça ne fait que remettre un petit peu à flot une situation qui était largement déficitaire. On ne doit pas s'en satisfaire. Et je pense que nous avons besoin de professionnaliser davantage ces métiers-là pour leur donner de la visibilité et de la reconnaissance dont ils ont besoin. Et ça doit passer par la formation. Donc, j'ai bien entendu M. Le Goualet sur la question de la notion de qualité. C'est vrai que sur le terrain, c'est traduit plus comme une nouvelle contrainte à laquelle répondre, avec des questions de lister tout ce que je fais dans ma demi-heure d'intervention auprès des personnes âgées. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure cela a été transcrit ou pas. C'est pas le premier propos, c'est pas ça qui m'importe. Dans la qualité, je crois que la notion de formation doit être très importante. Et là, les crédits sont insuffisants. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment engager tout le monde dans de la formation, au-delà, enfin tous les salariés. Ce n'est pas juste une sensibilisation à certains sujets. Nous avons parlé de la santé mentale, hein, on en a déjà parlé dans cette Assemblée. C'est l'année de la santé mentale, donc j'imagine qu'il y aura de nouveaux crédits nationaux peut-être sur cette question-là. Tant mieux, il y aura certainement un ensemble de programmes d'animation, de sensibilisation à cette question-là. Ce que moi je veux pointer, donc c'est bien, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous allions vers des formations diplômantes. Et c'est une façon de montrer de la visibilité à la réalité de ces métiers-là. Et donc, bien sûr, d'enchaîner et de créer ce cercle vertueux où la question des recrutements ne doit plus être un problème.